Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons traiter, toujours dans la série de Warhammer Fantasy Role Playing Game, Archives de l'Empire, une exploration sombre et périlleuse de l'Empire, Archives de l'Empire volume 1. Alors, j'ai déjà dans cette série de vidéos sur le jeu de rôle Warhammer 4e édition, réalisé par Cubicle 7 et traduit par Chaos Project, je vous avais déjà prévenu et attiré votre attention, ou tout du moins fait remarquer, sur le fait que ce qui était très plaisant, c'est de voir qu'en fait, dans le développement de la gamme, puisqu'en fait, il y avait déjà énormément de matériel, nous sommes à une 4e édition, eh bien, les gens de Cubicle 7 ont vraiment fait un travail. Ils ont, plutôt que de se lancer comme ça, comme on peut le voir chez certains éditeurs, à commencer une gamme qui va décrire tout un monde, et puis après ils avancent un peu comme ça, ils naviguent à vue, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je pense que c'est malheureusement ce que fait un petit peu à l'heure actuelle Agathe avec sa série Dragon. Là, il y a une réflexion en amont de dire on va sortir les livres dans un certain ordre et on va orienter de manière à ce que la sortie des différents ouvrages en complément de la campagne officielle, puisqu'en plus eux ils s'appuient sur la célèbre campagne de l'ennemi intérieur, permettent aux meneurs de jeu surtout, mais aussi par rebond aux tables qui sont menées par ces joueurs, d'avoir une porte d'entrée dans l'univers facilitée dans le sens où elle est cohérente. Donc en plus des premiers tomes, ça a été pratiquement, Archives de l'Empire volume 1 a été pratiquement un des premiers suppléments. C'est un supplément, alors là on est dans l'ordre du supplément un peu mixte. Généralement ce sont des suppléments de contexte, mais celui-ci vous allez voir qu'il est, qu'en réalité, de par ce qu'il traite, c'est ce supplément de règles. Alors on va avoir d'abord un premier chapitre très intéressant qui nous parle des grandes provinces. Qui dresse un rapide tableau de l'Empire en 2512. Voilà, les grandes provinces de l'Empire. En fait, c'est pas toujours évident, c'est même pas évident du tout lorsqu'on s'approprie l'univers. Là, on va avoir une espèce de petite fiche signalétique pour chacune des provinces. Alors, il y a voilà, là, la Verlande, par exemple, avec pour chaque province, on va préciser le nom officiel, les dirigeants. Je vais prendre l'exemple, donc nom officiel, Grand Comté d'Averlande, dirigeant, comtesse électrice Ludmilla I de la maison Alprom, grande comtesse de l'Averlande, princesse d'Averheim, comtesse de Guétal. Ce sont tous ces titres, évidemment. Gouvernement, autocratie, soutenu par le Conseil d'État, à faible participation des représentants des principaux domaines qui se réunissent annuellement à Averheim pour conseiller le souverain. Capitale, Averheim, province intérieure, Principauté d'Averheim. Freystein notable, ce sont les bourgs en fait notables. Abgaten, Bernlock, Sarheim, Zorge. Principale expportation, bétail, vêtements à la mode, porcelaine fine, chevaux, produits en cuir. Voilà. Donc vous voyez en quelques lignes, un peu à la manière de ce qui était précisé dans le... je suis embêté là, avec ce rayon de soleil, je vais essayer de tourner un peu, voilà. Un peu à la manière de ce qui était précisé dans le guide du maître de Pathfinder. Vous avez des petites fiches signalétiques pour en fait toute une province. La géographie, les habitants, les lieux notables, à chaque fois vous avez une entrée. Puis on va passer au Middenheim. Voilà. Alors ça va s'étaler sur quelques pages. On a Nuln, l'Osland, le Regland. Voilà, ça va nous amener directement à la page 18. Et ce qui est génial, c'est que ça vous dresse, même si c'est très succinct, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, hein. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au parallèle à ce que je faisais. C'est pas du tout la même volonté, même si après je pense que ce sera repris et augmenté dans d'autres ouvrages. On voit bien que c'est pas du tout la même façon de faire que Agathe pour son monde dragon, où pour l'instant on a en tout et pour tout, une seule encyclopédie. On a très peu de territoires de décrits, ils sont à peine évoqués. Donc voilà. Et vous voyez,
aussi, c'est pas une question de volume de ce qu'on publie. Vous voyez la taille de l'ouvrage. Comme quoi, lorsque on cède de la pensée et qu'on essaie de prévoir, d'ordonner un peu les choses, donc comment on va révéler la gamme et comment on va permettre aux gens qui sont intéressés de s'en emparer, il y a façon et façon de faire. Alors, on va continuer avec le deuxième chapitre. Et là, on va commencer à entrer dans le cœur de cet ouvrage. Parce qu'en réalité, je vais arrêter de ménager le suspense. Cet ouvrage, ça va être l'occasion de nous parler de certaines races, de nous parler des clans halflings du Rectland, et du grand comté du Moutland, en fait, des nains impériaux, avec le guide également de Karak Asgaraz, et voilà. Donc, on va voir dans le détail. Donc, deuxième chapitre, on arrive sur, dans la troisième page, les clans du Rectland. Et là, on va avoir des exemples avec des PNJ tout au long qui sont disséminés tout au long de la description des divers. Voilà, là, on a un chef de bord, une chef de bord, pardon. Là, on a Louis Pochgaret, maître mendiant. Là, on a un rançonneur. Voilà, de différents niveaux. Voilà. Et là, encore une fois, c'est très bien amené, plutôt que de faire un volume avec que des PNJ, comme on a pu connaître dans certaines éditions, notamment de certaines éditions du plus célèbre des jeux de rôle. Je pense notamment à Pathfinder, par exemple, qui faisait ça, des livres de PNJ. Là, on a un descriptif où on a à la fois l'histoire de ces clans halflings, un petit peu de quoi ils sont constitués, comment ils vivent, leurs us et coutumes, et des exemples sur le vif. Voilà, ça fait quelque chose déjà de beaucoup moins indigeste à lire. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Ça se lit beaucoup mieux, et surtout, c'est très évocateur. C'est-à-dire qu'immédiatement, ça vous met les choses en contexte, et immédiatement, moi, c'est ce que ça a fait. Ah oui, tiens, on pourrait faire ça, on pourrait imaginer une histoire avec tel PNJ. Ah, c'est marrant qu'ils s'organisent comme ça, et donc du coup, oui, dans tel endroit, on y trouve. Voilà, et du coup, c'est voilà, c'est hyper évocateur, et ça donne vraiment envie, quand vous aimez un petit peu prendre la plume et vous lancer, créer vos histoires. Je trouve que c'est voilà. En tout cas, sur moi, tout ce que je ne peux pas parler pour tout le monde, mais sur moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Je pense avoir trouvé là pour une fois, j'ai envie de dire, une façon des ouvrages et une gamme qui est développée d'une façon qui, moi, me parle et me permet de m'en inspirer, d'aller piocher ce que je veux, tout en restant sur quelque chose quand même de solide, quelque chose de solide et cohérent. Ensuite, on a le grid du Grand Comté de Moutland, donc là, c'est l'endroit où on principalement vivre. Alors là, ce qu'on peut dire, c'est que là, on sent quand même au départ, lorsque ils ont voulu faire leur jeu, vous savez qu'ils avaient demandé, ils voulaient faire un petit peu un univers bien sûr à la Tolkien, et ils avaient demandé les droits, et là, ça avait été refusé par la famille. Là, on voit que c'était clairement inspiré des Hobbits. Il y a ce côté dont je vous ai déjà parlé, et que moi je vais gommer, c'est le côté un peu du Hobbit gentil, hein, puisqu'en fait c'était un petit peu le positionnement qu'avait choisi Tolkien pour, en décrivant un peuple un peu gentil comme ça, gentil mais très conformiste, arriver à mieux faire passer sa critique de la société. Voilà, donc on a un petit peu tout ce qui se passe avec la menace verte, donc je ne vais pas trop spoiler. Et puis après, on va sur la deuxième espèce, les nains impériaux. Et là, même chose, on va reprendre de la même façon la société impériale naine, un empire divisé, le clan, les nains de Karak, les chemins secrets, les communautés naines, et on va avoir des superbes, regardez ces trois-là, comme ils sont beaux, des superbes brochettes de personnages avec leurs caractéristiques. Voilà, un peu d'historique, si je prends Tic Garson, autrefois professeur d'histoire impériale ancienne au Collegium Historica d'Altdorf, Tic consacra plusieurs dizaines d'années à instruire les héritiers ingrats
turbulent et distrait de différentes maisons nobles. Cependant, une accusation mensongère de plagiat fut pour lui la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il décida de partir explorer des sites impériaux abandonnés depuis la nuit des temps dans le Reichwald et la Grande Forêt, ainsi que des ruines naines dans les montagnes noires et les montagnes grises, afin de satisfaire sa soif de connaissance et de trouver des trésors qui pourront financer de futures expéditions. Ses serviteurs sont remplacés à un rythme étonnamment élevé. Voilà, puis le guide de Caracas-Garaz, donc cité mythique s'il en est. Caracas-Garaz, la ville forteresse naine. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Il est presque impossible d'aller au-delà du comptoir commercial, sauf si vous possédez quelque chose qui intéresse vraiment les nains. En plus, la région est infestée de peaux vertes. On dit que les nains les ont repoussés, mais ça ne va certainement pas durer. Voilà un petit aparté de Mortismos Schnabel, tenancier de bar et expert en nains. Une chronologie pour cette cité naine. Les familles, les clans principaux, avec les histoires, les rivalités entre les clans. La guide de Laurel Anorn, qui se trouve dans les forêts. Et là, on a les Éolires, donc les elfes. Donc vous voyez qu'on aura fait les 3 espèces non humaines, ont été détaillées grâce à ce supplément. Alors même si il y a des belles cartes, voilà, et sur la fin on annexe quelques carrières. Quel est le chevaucheur de Béraud, le patrouilleur des Caracs, le rôdeur fantôme, le garde-champ. Quelques carrières qui viennent s'ajouter, la gamme, vous voyez, se développe. Et voilà, là encore, c'est très bonne idée, plutôt que de faire un bouquin indigeste, un bouquin de base avec 800 carrières, on a un système modulaire où chaque maître de jeu peut proposer des nouvelles options régulièrement à ses joueurs. Ça enrichit le background toujours, en même temps que ça enrichit les règles. C'est pas juste un enrichissement de règles, il y a un enrichissement de background. C'est l'énorme différence avec, par exemple, ce que fait la 5e édition de Donjons et Dragons, où on n'a toujours pas d'univers clair et précis, et où en fait on n'a que de la règle et du catalogue de dons et compagnie. Et l'univers, il faut un peu le chercher. Il n'y a pas grand-chose de cohérent, on vit sur des acquis, mais bon, rien de fait. On est dans le désordre, on est dans le, j'ai envie de dire pour rigoler un peu, on est dans le palais du marketing et on n'a plus rien de vraiment intelligent et créatif. Mais bon, voilà, ça n'est que mon point de vue. Donc là, avec Warhammer, moi je vous le certifie, demandez à d'autres gens qui ont lu les ouvrages ou qui participent à la gamme, on a vraiment la principale différence, j'ai envie de dire, c'est que vraiment, on sent que c'est pensé, on sent que c'est mûri, on sent que c'est réfléchi, c'est pas juste un reset de l'univers et des bouquins pour faire une opération marketing et faire rentrer des sous chez Cubicle, même si évidemment on sait qu'une nouvelle édition, c'est à chaque fois l'opportunité de revendre les livres de base, qui sont les livres qui sont les plus vendus, puisqu'ils s'adressent à tout le monde, que vous soyez joueur ou maître de jeu, alors que bon, les livres de supplément de contexte ou sont plus réservés souvent et achetés par les maîtres de jeu. En tout cas, l'impression que ça me donne dans cette gamme, plus je continue à me plonger dedans, plus j'ai le sentiment d'avoir devant moi quelque chose qui s'étend chronologiquement et qui laisse personne derrière, qui prend soin à chaque nouvelle couche et à chaque fois qu'on rajoute quelque chose au mobile, de bien s'assurer que les gens qui étaient là depuis le début, depuis la base, en fait, ils ont l'opportunité de pouvoir suivre et de pouvoir petit à petit rentrer dans cet univers et en faire quelque chose. Encore une fois, et je vais finir là-dessus cette vidéo, moi l'univers, je vais l'utiliser pour essayer de mettre en place des one-shots et une campagne. Et une campagne certainement à base de succession de one-shots et avec un fil rouge tout le long. D'ailleurs, à ce propos,
Je le redis, je suis sur le point de boucler une table là. Je peux encore prendre 1 ou 2 joueurs pour une table Warhammer. Si vous êtes intéressé pour participer, il suffit de m'envoyer un mail à chronique au pluriel point, oubliez n'importe quoi, chronique au pluriel point étrange @gmail.com, et dans ces cas-là vous recevrez une proposition de partie. Dépêchez-vous, je suis pas loin de boucler la table pour ce premier scénario. Le principe, je vous renvoie à ma vidéo de présentation de chaîne. C'est en fait, je propose d'initier les gens ou de faire jouer les gens à des parties en assurant tout, c'est du plug and play pour les joueurs, et donc bien évidemment il y a un coût de participation pour entrer dans ces parties. Pour l'instant les parties sont proposées à un rythme indéfini, hein. C'est un petit peu quand j'ai le temps. Moi je vais avoir le temps à chaque fois de bien préparer les parties, d'avoir quelque chose de solide à proposer, et à ce moment là, si vous êtes dans la liste de diffusion, vous recevez la proposition de partie. Le but, c'est de me répondre assez rapidement, je reçois les réponses et je forme les tables, et après nous jouons les parties, etc. Et on passe au scénario suivant. Donc le prochain scénario est un scénario qui va vous permettre, si vous ne connaissez pas, peut-être de découvrir Warhammer. Voilà, je compte sur vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir.